Bonjour et bienvenue, je suis Rebecca McLaughlin-Eastham. Cette semaine, nous allons nous amuser en explorant l'évolution de l'industrie du divertissement électronique. Nous allons rencontrer un homme considéré comme le père des jeux vidéo. Il est entrepreneur, ingénieur et cofondateur d'Atari. J'ai 76 ans et je suis toujours de la partie. Puis nous évaluerons le potentiel de l'industrie du jeu dans la région en visitant un festival aux Émirats Arabes Unis et en rencontrant des gamers qui souhaitent passer à la vitesse supérieure. Au début des années 70, Atari est devenu célèbre grâce à la commercialisation de jeux d'arcade Pong. À l'époque, le jeu vidéo n'avait pas beaucoup de concurrence, mais les choses ont changé en 50 ans. On en parle avec le fondateur du jeu, Nolan Bushnell. Lorsque Pong a fait son apparition, l'industrie du jeu vidéo était naissante. Ce premier succès commercial a eu des répercussions sur le secteur. Sa société mère, Atari, a révolutionné le marché du jeu à domicile et ses ventes ont monté en flèche jusqu'à la saturation du secteur et son effondrement, en particulier aux États-Unis en 1983. Loin d'être découragé, Bushnell a continué en créant plus de 20 sociétés. Il a même mêlé la nourriture au jeu en créant la chaîne de restaurants et de divertissement Chuck E. Cheese Pizza Time Theater en 1977. Le magazine Newsweek l'a nommé dans la liste des 50 hommes qui ont changé l'Amérique. Il a même été intronisé au panthéon des jeux vidéo. Il y a 7 ans, Bushnell a développé un concept appelé Brain Rush qui utilise la technologie des jeux vidéo pour aider les enfants à apprendre plus rapidement. Lors d'un récent voyage aux Émirats Arabes Unis, ce pionnier de l'industrie nous a accordé une interview. Nolan, bienvenue dans Inspire Middle East. Ravi d'être avec vous. D'après vous, quelle va être la prochaine révolution dans les jeux vidéo? L'évolution qui m'excite particulièrement est celle des haut-parleurs connectés. Amazon, Alexa, Google Home, parce que cela mêle l'intelligence artificielle et narration. Nous construisons donc une série de jeux de société auxquels vous parlez et ils répondent. Ainsi, celui qui nous passionne le plus à l'heure actuelle s'appelle Saint Noir. Dans ce jeu, vous êtes le détective et vous interrogez les suspects. Et les suspects peuvent vous mentir et vous devez déterminer qui ment. Et c'est amusant. Parlez-moi de costumes virtuels, de poses artificielles, de vestes, de vêtements intelligents. Quelque chose qui fera entrer le joueur dans le jeu lui-même. Quelles sont les limites? Est-ce que ce sont les prochaines frontières du virtuel? On peut remplacer les yeux grâce à la réalité virtuelle. Pareil pour les oreilles et le nez. Mais la peau, le toucher, les sensations, tout ce genre de choses, c'est compliqué. Très compliqué parce que c'est énorme et parce que vous voulez que les gens ressentent des choses sans les heurter. C'est sûrement le domaine inexploré le plus vaste en termes de technologie. Parlez-moi du côté sombre des jeux vidéo. Ils n'ont pas toujours bonne presse, notamment pour les parents très protecteurs. Qu'en pensez-vous? Faut-il plus de régulation? De manière générale, je suis contre la réglementation. Je pense qu'il faut un système de classement semblable à celui des films. Et je pense que c'est la responsabilité des parents. On m'a demandé il y a plusieurs années de remettre un prix à Grand Theft Auto et j'ai dit que je ne croyais pas que ce jeu devrait être récompensé. Ça, c'est le côté obscur. Le bon côté, Minecraft, probablement l'un des meilleurs logiciels éducatifs jamais écrits. Les jeux vidéo violents font vendre. Ils attirent une clientèle très enthousiaste. Comment sortir de ça? Excellente question. Le fait de tuer ou d'être tué est une dynamique intéressante dans les jeux vidéo. L'astuce est de ne pas prendre ça au sérieux.
En fait, c'est vraiment fascinant de voir à quel point ces jeux sont amusants. Vous pouvez faire monter l'adrénaline. Prévoyez-vous de développer votre système éducatif appelé BrainRush aux États-Unis et même au-delà? Est-ce votre ambition? Dominer le monde, c'est mon souhait le plus cher. Non, en fait, l'apprentissage actif est 10 fois plus efficace que l'apprentissage passif. Quand vous écoutez une présentation, c'est passif. C'est pareil quand vous lisez un livre. Mais quand vous devez donner une réponse, là vous êtes actif. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons mêler des tokens, sortes de jetons virtuels, dans le système afin que notre logiciel ne vous permette pas de terminer la leçon tant que vous ne savez pas tout. Il vous teste en permanence. Le test est intégré à l'apprentissage. Pour que nous puissions vous récompenser, nous allons payer les enfants pour apprendre. Les enfants qui apprennent obtiennent ces tokens. Ils pourront maintenant les échanger dans notre centre de récompense. C'est un peu comme Chuck E. Cheese, mais pour apprendre. L'apprentissage intelligent a-t-il été pleinement adopté? S'est-il propagé aussi rapidement que vous le souhaitiez? Ou y a-t-il encore de la résistance et un retour aux méthodes traditionnelles? Il y a beaucoup de réticences et franchement, je ne le comprends pas. Ça ne peut venir que des enseignants qui ont peur, des administrateurs qui sont stupides et des parents qui veulent le meilleur pour leurs enfants et qui ne veulent pas prendre de risques. Si on fait le bilan, quel héritage allez-vous laisser dans le monde du jeu vidéo? Quelle est votre plus grande fierté? Je pense que je suis particulièrement fier d'avoir 76 ans et d'être toujours de la partie. Quelle conclusion parfaite pour cette interview. Ce fut un plaisir, Nolan. Merci. Plaisir partagé. Certains acteurs régionaux des jeux vidéo créent des contenus personnalisés pour gagner des parts importantes du marché mondial. Salim et Saïd nous expliquent comment les joueurs et les développeurs d'Abu Dhabi prennent les choses en main pour améliorer leur jeu. Lorsque vous pensez aux principaux centres de jeux vidéo du monde, les pays du Moyen-Orient ne vous viennent probablement pas à l'esprit. Des événements tels que le Yas Gaming Festival à Abu Dhabi cherchent à changer cela et à développer la culture du divertissement numérique dans la région. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord représentent 2,5% des 135 milliards de dollars de ventes générées par le marché mondial, selon Tom Wijman de Newzoo, une société néerlandaise d'analyse de jeux. Comment libérer le potentiel de la région? Pour certains, cela passe par la localisation ou la personnalisation des jeux en adaptant les éléments linguistiques et culturels. Par exemple, la société émirienne Wizo a développé un jeu intitulé Invasion, mettant en vedette la pop star libanaise Haifa Wahbeh sous forme animée. Des entreprises internationales comme Ubisoft en France ou Mena Mobile en Chine souhaitent investir ce secteur. Ils cherchent des partenaires locaux pour s'installer et localiser leurs produits. Ils doivent créer des bureaux régionaux, ici, dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, ce qui signifie qu'ils emploieront plus de jeunes, plus d'Arabes, donc il y aura un véritable transfert de connaissances et d'expériences pour notre peuple sur le terrain, qui contribuera à la croissance et à l'attractivité des investissements dans la région. Alors que les jeux pour PC et consoles constituent les deuxième et troisième segments du marché dans la région, ce sont les jeux mobiles portables qui génèrent le plus de revenus. Ils représentent plus de la moitié du marché et attirent l'attention des développeurs de jeux indépendants locaux. J'ai rencontré la développeuse de jeux émirati indépendante Fakra Al-Mansouri, qui a créé sa société Hybrid Humans en développant des jeux pour mobile il y a 5 ans. L'un des plus populaires est un jeu de course multijoueur appelé Falcon Valley, qui met en valeur la culture émirati locale. L'application a remporté le titre de jeu du jour dans l'App Store d'Apple en 2017. Selon Fakra Al-Mansouri, l'aventure n'a pas été facile. Elle a investi personnellement pour soutenir son activité. Un des plus gros défis consiste à obtenir un soutien financier. Au début, j'ai essayé d'attirer des investisseurs, mais la plupart d'entre eux ne comprenaient pas ce que sont les jeux vidéo. Ils pensent que c'est trop risqué.
Nous avons besoin d'éduquer les gens au-delà de notre communauté, localement et régionalement. Sa société génère de l'argent grâce aux publicités et à la vente de produits digitaux au sein de ses jeux téléchargeables gratuitement. Mais ça ne suffit pas. Pour rester à flot, elle développe des applications interactives pour des clients. Comme cette application qui s'appelle KidX pour le gouvernement des Émirats Arabes Unis. Un jeu d'aventure où les enfants apprennent à devenir de bons citoyens. Ou ce programme de formation en cybersécurité qui utilise la réalité virtuelle pour enseigner des pratiques numériques sûres. En plus d'éduquer grâce au jeu, la jeune femme estime que raconter des histoires auxquelles tout le monde peut s'identifier fait partie de son métier. Nous connaissons tellement de choses à propos de la culture américaine, car nous avons grandi avec ces standards. Mais le reste du monde ne connaît pas grand-chose des Émiratis, des Arabes ou des musulmans. Nous avons la possibilité de nous connecter pour raconter des histoires enrichissantes ou plus légères. Un jeu réussi consiste en fin de compte à appuyer sur le bon bouton et à nouer des liens entre gamers. C'est là que l'on gagne le plus de points. C'est tout pour cette émission. Retrouvez tous les épisodes de Inspire Middle East sur euronews.com. Avant de filer, voici les gamers qui ont attiré notre attention sur les réseaux sociaux cette semaine. Abdel Sattar et un ami ont joué du rock dans un centre de jeu au Caire. À Beyrouth, Jana s'est réjouie de ses gains au jeu. Et le chat Barty a choisi de s'installer sur la console de jeu dans sa maison aux Émirats.